Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de La croisière s'amuse. Va te faire foutre. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui a une place toute particulière dans mon cœur, puisqu'il s'agit d'un jeu qui a posé les bases d'un genre entier, celui du jeu de bagarre. Karim Debache, est-ce que t'es en train d'essayer de dire que tu vas parler de... Ouais. Non. Aujourd'hui, on va parler de Street Fighter. Tu déchires, mec. Tu vas commencer par lequel des deux films Des trois films. Non, tu vas pas me la faire. Il y a que deux films, il y a celui avec Van Damme et La Légende de Chun-Li. Et un autre. Ok, tu m'as intrigué. Faut m'en dire plus maintenant. L'histoire de Street Fighter au cinéma remonte en fait au 16 janvier 1993, date de la sortie chinoise de Nicky Larson, un film hongkongais adapté du manga éponyme. À un moment du film, Nicky Larson, interprété par Jackie Chan, se retrouve plongé dans une borne d'arcade de Street Fighter 2, ce qui est prétexte à une scène de combat inspirée du jeu. Oui, je me souviens de ça. Tout le monde se souvient de ça. Puisque le film est sorti en France dans un premier temps en VHS en 1999, puis en DVD dans une collection distribuée par Christophe Gans pour HK Vidéo, ce même Christophe Gans qui réalisera quelques années plus tard Silent Hill, dont on a déjà parlé dans un autre épisode de Crost. D'accord, mais une scène seulement, ça compte pas comme tout un film. Certes. Sauf que Wong Jing, le réalisateur du film Nicky Larson, a visiblement beaucoup aimé faire cette scène, puisqu'il prit la décision seulement quelques mois plus tard de réaliser un film entier reposant sur l'univers de Street Fighter. Maison close d'excréments. Ouais, je sais, ça fait un choc. Attention, néanmoins, je préfère vous prévenir, il ne s'agit pas là d'une adaptation stricto sensu, parce que la boîte de prod qui est à l'origine du film n'a pas eu les moyens d'avoir les droits du jeu. Ils ont donc dû se contenter de faire un film qui s'inspire de l'univers de Street Fighter, sans pouvoir utiliser les noms et l'histoire originale. C'est pour ça que le film ne s'appelle pas Street Fighter, mais Future Cops. Attends une seconde, tu veux dire que des trois films qui parlent de Street Fighter, t'as décidé de nous parler de la contrefaçon hongkongaise? Absolument. Karim Debache, tu n'es qu'une sombre tache de merde. Pas d'insultes. Sinon je te transforme en Jérémy Morvan qui mange un sandwich. Mais je t'en... Voilà, ça c'est fait. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Ok, alors Future Cops est une comédie d'action hongkongaise sortie le 15 juillet 1993 à Hong Kong et réalisée par Wong Jing. Et comme je l'ai dit précédemment, il s'agit d'un film qui s'inspire officieusement de l'univers de Street Fighter. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas eu le droit d'utiliser les noms originaux des personnages de Street Fighter, donc pour que tout le monde soit un peu moins perdu, j'ai décidé de vous dire à quel personnage du jeu correspondent ceux du film. Donc dans le film, Vega s'appelle T-Man, Guile s'appelle Broomman, parce que Broom, ça veut dire balai. Comme ses cheveux. Ryu s'appelle Long, Chun-Li s'appelle Chun-Mei, Dalsim s'appelle Asing, Ken s'appelle Kent, Bison s'appelle simplement Général, Sagat s'appelle Taiking, Honda s'appelle Toyota, Blanca s'appelle Green Wolf et Sangoku s'appelle Chan Tai-Hang. Et là, vous vous dites... Ok. Non, tant pis. Le film commence en 2043 dans un futur apocalyptique où les affiches se décollent de peur et où Bison, le méchant dictateur, vient de se faire arrêter et attend son jugement. Ken, Sagat et Honda sont les sbires de Bison et décident de remonter dans le temps pour tuer dans le passé le juge qui doit s'occuper du procès de Bison. Et c'est une idée de merde parce que même s'ils arrivent à tuer le juge avant qu'il devienne juge, eh ben il sera remplacé par un autre juge. Donc c'est une idée de merde. Mais le plan semble convenir aux méchants malgré tout et ils décident de le mener à bien. Sauf que c'était sans compter les Future Cops, qui sont des policiers du futur. D'ailleurs, je comprends pas du tout pourquoi ils se font appeler les Future Cops, vu que, pour eux, c'est le présent. Donc ils devraient juste s'appeler les Cops. Ça fait à peine 3 minutes que le film a commencé et le scénario s'effondre déjà sous vos yeux, mesdames et messieurs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas facile d'écrire sur des voyages dans le temps. Donc on assiste à une scène de combat entre les méchants sbires de Bison et Les flics du futur. qui sont composés de Vega, Ryu, Guile et Dalsim. Et c'est sûrement une des scènes de combat les plus cheloues de l'histoire de la bagarre, puisque dès le départ, le film décide de nous en foutre plein la gueule en nous balançant un max de coups spéciaux directement tirés du jeu. Nombre de commentaires sarcastiques auraient leur place ici, mais je pense comme beaucoup qu'une image vaut mieux que 1000 discours et je préfère donc vous laisser regarder la scène. Accompagné de la musique de Benny Hill. Bon, après ça, les méchants réussissent à remonter dans le temps et vont en 1993 retrouver le juge. Du coup, le gouvernement de Hong Kong décide d'envoyer
Les flics du futur. protéger le juge en question. Ils envoient Vega, Guile et Dalsim. On leur explique qu'ils vont devoir se faire passer pour des gens normaux de 1993 et il n'y a qu'une seule règle, ils n'ont pas le droit de mentir. S'ils mentent, ils se font électrocuter. Ce qui, selon moi, n'est pas super malin, parce que je pense que tout le principe de ce genre de mission où on doit se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, repose sur le mensonge. Je sais pas qui élabore les plans dans le futur, mais faut le foutre à la porte au plus vite. Donc on se retrouve plongé dans le Hong Kong des années 90 et on fait connaissance avec le personnage principal du film, Chan Tai-hung, un jeune lycéen hongkongais sympa comme tout, mais martyrisé à l'école par... les forbans. Les 15 prochaines minutes du film sont donc consacrées au quotidien de Chan Tai-hung, mais on comprend vite que c'est juste un prétexte pour nous envoyer à la gueule un nombre incalculable de moments porte-nawak. Imaginez que vous ayez envie de faire un film sur l'univers de Street Fighter. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Je vous laisse réfléchir quelques secondes avec une petite musique rigolote. Voilà, si vous avez répondu fuite d'eau, plombier, sueur, fantasme malsain ou encore canette de bière géante, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes probablement le réalisateur du film. Je sais que t'es là, Wong Jing. Quelque part. Et on va te retrouver. Suite à ça, on assiste à l'arrivée des Policiers du futur. qui atterrissent à la Terminator sur le toit de Chan Tai-hung. Après une trentaine de crises cardiaques, ce dernier reprend ses esprits et fait ça. Pendant que le public enchaîne des vodkas pour essayer d'oublier ce qui vient de se passer, les Future Cops expliquent à Chan Tai-hung qu'ils viennent du futur pour mettre la main sur un futur juge menacé de mort qui apparemment fréquente le même lycée que Chan Tai-hung. Coïncidence ? Peut-être. Après ça, nos Future Cops décident d'infiltrer le lycée pour retrouver le juge plus facilement, donc Dalsim se fait passer pour le servant de Chan Tai-hung, Vega s'inscrit comme étudiant et Guile décide de passer un entretien pour devenir prof. Le directeur lui demande donc de prouver qu'il ferait un bon prof en... fabriquant une bombe nucléaire. On voit alors que tout change à l'école, puisque les forbans qui s'en prenaient volontiers à Chan Tai-hung au début du film font vachement moins les malins devant les Future Cops. Par exemple, ils essaient de faire peur à Vega en mettant un serpent dans son sac. Lui réagit en bouffant le cœur du serpent et en le portant comme ceinture. Je suis trop badass! Et il arrive même après ça à esquiver la pisse. Je suis trop badass! Bref, suite à ça, on a droit à une bonne demi-heure de film qui repose sur une seule vanne. Vous imaginez si les personnages de Street Fighter ils étaient dans la vraie vie? Ce serait hilarant. Ce qui fait que chacun des trois persos vit sa vie de son côté. Guile et Vega ont même le droit à une aventure amoureuse chacun. Et c'est prétexte à tout un tas de séquences improbables dans lesquelles on voit Vega jouer au basket avec les pieds ou Guile interpréter une chanson. Et je m'arrête quelques secondes pour vous dire que je pense que le personnage de Guile est mort à ce moment précis. Dans cette séquence. Bon, pendant que Guile essaye de percer dans la variété, Vega dragouille comme un sagouin et se retrouve coincé avec sa copine dans une borne d'arcade de Super Mario Bros. Je pourrais souligner que cette mise en abîme est hallucinante d'étrangeté, mais ce qui me choque particulièrement dans cette séquence, c'est la façon dont Vega drague la nana. En lui parlant du sida et en lui filant des pilules. Ouais, je pense qu'il va falloir songer à appeler les flics du présent. Donc on continue à suivre les aventures des persos de Street dans le vrai monde, qui aident un ado à devenir populaire en lui faisant gagner des épreuves sportives, mais à un moment donné, le réalisateur se rend compte que ça n'intéresse personne et décide de faire revenir l'intrigue lorsque les méchants débarquent. Eux aussi se font passer pour des gens normaux de 1993 et intègrent l'école. Ken devient prof et réussit à envoyer des seringues empoisonnées sur Vega qui le font régresser intellectuellement en lui donnant l'intelligence d'un bébé. Certes, il aurait pu lui envoyer des seringues empoisonnées pour le tuer. Mais... Vega étant maintenant hors d'état de nuire, c'est Guile qui doit se battre contre Ken. Et le combat pourrait presque être épique, s'ils n'avaient pas tous les deux décidé que c'était vachement plus rigolo de s'en prendre aux canettes empilées dans le magasin. Prends ça, saleté de poisson sucré! Finalement, Guile réussit à battre Ken et lui demande de filer un antidote à Vega pour lui redonner son état normal. Quels sont ses arguments pour convaincre Ken ? Aucun. Mais ça semble suffire pour convaincre Ken qui sauve Vega en lui envoyant l'antidote. Avec des méchants comme ça, je pense que le monde n'a plus besoin de protection, donc je conseille à tous les héros de l'univers d'arrêter d'essayer de sauver des trucs et de s'adonner pleinement à leur passion. Ok, non, j'ai rien dit en fait, continuez à essayer de sauver des trucs les mecs. Ça vaut mieux. Pendant ce temps-là, Bison réussit à se faire libérer de sa prison magnétique du futur et retourne lui aussi dans le passé pour aider à choper le juge. Avant ça, il décide néanmoins d'assumer son cliché et rigole devant des flammes.
Au même moment, on apprend que Chan Tae-hang, le héros, est en réalité le juge que les futurs cops sont venus sauver, lorsque la mère de ce dernier annonce son mariage et que son nom change. Ce qui signifie que les futurs cops sont allés à la recherche d'un adolescent sans même connaître son nom de l'époque. Dans quelle école de police on vous a appris à faire votre boulot, les gars? Bon, Bison arrive à mettre l'école dans un état pas possible, cet état-là. Et demande à ce qu'on lui amène le futur juge. Maintenant, les gentils ne peuvent plus reculer, ils vont devoir affronter les méchants. Mais pas seuls, puisqu'ils seront accompagnés dans leur combat par Blanca, Chan Tae-hung qui s'est transformé en Sangoku, Chun-Li et Chun-Li. Hé, t'as dit Chun-Li 2 fois. Exactement. Et pourquoi il y a Sangoku? Et pourquoi pas? Ok. Évidemment, ils arrivent à battre les méchants et finissent sur un freeze frame d'anthologie. Voilà, c'était Future Cops. Et c'était absolument grandiose. Je veux dire, comprenez-moi bien, c'est un très mauvais film. J'ai du mal à trouver un seul truc vraiment réussi. Mais merde, c'est hallucinant. Là, j'écris la chronique quelques jours après avoir vu le film pour la première fois, donc c'est un peu retombé. Mais je vous jure qu'à la première vision, j'avais du mal à croire à ce que j'étais en train de regarder. Et quand on est fan de Street Fighter, et je suis fan de Street Fighter... C'est original, ça. Va te faire foutre. Quand on est fan de Street Fighter, regarder ce film est une expérience absolument démentielle. On a vraiment l'impression d'être prisonnier dans la psyché d'un tueur en série en plein bad trip. Je veux dire, regardez ça. Dites-moi que ça a été fait par une personne saine d'esprit. Le film dépasse de loin toutes les critiques que je pourrais éventuellement lui adresser. J'ai souvent eu tendance à cracher sur des films parce qu'ils suivaient un schéma narratif surfait. Et celui-là n'échappe pas à la règle, puisque l'histoire qui nous est racontée, finalement, aurait pu être, à quelques nuances près, l'histoire d'un film d'action hollywoodien standard. Mais même si la structure globale est assez convenue, force est de constater que le film est malgré tout très imprévisible. Tiens, regardez un exemple. À un moment du film, Vega et Guile, qui sont censés se faire passer pour des mecs normaux de 1993, sont planqués dans la chambre du héros. Situation standard, on l'a vu 1000 fois depuis E.T., sauf que là, ils décident de descendre dans la cuisine. Pour manger le frigo. Ils sont surpris par la sœur du héros qui rentre chez elle, situation standard, et là, Vega lui fait croire qu'il passait le balai en utilisant le corps de Guile. Après ça, le héros rentre chez lui. Situation standard. Et il décide de frapper violemment Guile dans les couilles et dit ensuite à sa sœur qu'il le frappe parce qu'il est pauvre. Et c'est comme ça tout le temps. C'est presque beau de voir à quel point les mecs qui ont fait ce film n'en ont rien à branler, et c'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de films hongkongais de cette époque-là, l'adaptation de Nicky Larson du même réal en tête. Regardez ce film, c'est comme voir un mec jouer à Dragon Ball en survêt Adidas, c'est juste irrésistiblement drôle, et presque touchant. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que les mecs ont fait le film pour de mauvaises raisons. Je ressens dans ce film la même chose que pour Gamer, j'ai vraiment l'impression de les voir empiler des bouts de pop culture pour plaire aux jeunes. Sauf que là, l'échec est tellement spectaculaire, la tentative tellement improbable et le film tellement what the fuck qu'il passe du statut d'étron filmique à celui de l'épique nanar qu'on regarde bourré en se disant que finalement, le monde est pas si mal et que dans le mauvais, il y a du bon aussi. C'est d'ailleurs une vraie surprise que le film soit pas vendu en bundle avec une pipe à crack. Donc si vous êtes un fan de Street Fighter, vous devez trouver un moyen de voir ce film. Et si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Street Fighter, bah mettez-vous à Street Fighter, pour ensuite pouvoir regarder ce film. Ok, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai pas envie de jouer à Street Fighter? T'es revenu, toi. Oh que oui, je suis de retour. Nom de Dieu, qu'est-ce que t'as fait à Jérémy? T'inquiète pas, il est dans un monde meilleur. Climbing up on South